très heureux de vous accueillir ici avec le directeur général délégué de l'AFD et le CIRAD à cette conférence. Et je voudrais tout particulièrement saluer quelques participants qui ont accepté de passer un peu de leur temps avec nous. D'abord, notre collègue Leonardo Mizzi de la Direction générale du développement de la Commission européenne. Alors je crois Bernard Giraud, le président du fonds Livewood, qui va venir témoigner. Je ne sais pas si Bernard est déjà dans la salle, je ne l'ai pas vu, mais de toute façon il va nous rejoindre. Ibrahima Koulibaly, le président du repas, qui est là et que je salue, un vieux compagnon de route du CIRAD dans ses activités. Et Madame Cyriac Seda Chonga, la directrice mondiale des politiques et des programmes de l'UICN. Et vous savez que cette année 2020 est une année particulièrement importante, année de la biodiversité, dans laquelle un congrès international de l'UICN va se tenir à Marseille au mois de juin, qui est un rendez-vous international très important. Donc, pour introduire en quelques mots notre colloque sur les liens forts à tisser, plutôt à retisser d'ailleurs, entre sécurité alimentaire et biodiversité, permettez-moi juste en propos liminaire de remonter un peu dans le temps pour reprendre le fil d'une relation qui est quand même une relation très ancienne. La sécurité alimentaire de l'humanité a été, depuis le néolithique, il y a maintenant 15 000 ans, liée à la capacité de l'homme à produire son alimentation et associée à sa capacité de développer l'agriculture et l'élevage pour y parvenir. On se souvient peut-être, pour ceux qui l'ont lu, du livre de Yuval Harari, Homo sapiens, une brève histoire de l'humanité, où il décrit en particulier ce passage de l'état du chasseur-cueilleur, l'humain chasseur-cueilleur, à l'agriculteur, avec ce moment important de l'histoire de l'humanité qu'est la révolution du néolithique. À ce propos, moi je me souviens qu'il avait écrit, ça m'avait frappé, « Ce n'est pas l'homme qui a domestiqué le blé, c'est le blé qui a domestiqué l'homme ». Donc cette pensée effectivement fait réfléchir, et en particulier, moi ça m'a toujours laissé penser que Yuval Harari avait une sorte de regret du temps et de la période du chasseur-cueilleur, trouvant que l'agriculteur, attaché à sa culture et à son sol, et avec tout ce qui allait suivre, voilà, les États, les réglementations, le foncier et tout le reste, était une perte de temps irénique où l'humanité circulait librement dans le pays. Voilà. Et à ce propos, cette longue histoire de l'agriculture, elle a consisté effectivement à mobiliser la biodiversité naturelle au service de la production agricole, de l'élevage. Et cela, évidemment, a conduit à la création aujourd'hui d'une multitude de systèmes agraires d'élevage qui sont très divers, mais qui couvrent aujourd'hui près de 40% de la surface de la planète. Et l'activité agricole, d'élevage et forestier, reste de très loin la première activité humaine à l'échelle planétaire. La pêche, qui est une activité connexe, est aussi totalement appuyée sur la biodiversité aquatique. L'espèce humaine a ainsi repéré, amélioré, valorisé des milliers d'espèces végétales et animales pour ses besoins propres, que ce soit pour se nourrir, pour se vêtir, pour se déplacer ou pour se soigner. Elle a aussi, dans un processus permanent d'innovation, sous toutes les latitudes, dans tous les climats et dans tous les environnements, y compris les plus extrêmes, inventé des combinaisons entre espèces végétales, animales et microbiennes pour produire plus et diversifier son alimentation, tout en colonisant l'ensemble du territoire de la planète. Cette diversité extraordinaire de combinaisons entre l'usage de la biodiversité et l'activité humaine, elle se retrouve aussi dans la façon de conserver, de transformer et de consommer la nourriture. Là aussi, de nombreuses innovations de rupture sont apparues au cours du temps, comme celle des fermentations, qui ont permis d'augmenter fortement la capacité de conserver les aliments, aboutissant à une grande diversité de systèmes alimentaires devant être compris comme cet ensemble qui conjoint production, transformation, distribution et consommation dans un concept unique. Ainsi, la biodiversité naturelle a été pendant des milliers d'années non seulement la source première des produits alimentaires, mais également le réservoir d'innombrables innovations agricoles, comme des associations d'espèces, les jachères, les rotations, la domestication animale, la sélection de nouvelles variétés. Mais malgré cette créativité foisonnante, l'histoire humaine a toujours été marquée par les pénuries alimentaires et les famines récurrentes qui continuent de façonner durablement les relations entre les peuples, notamment autour d'un phénomène qu'on connaît bien encore aujourd'hui, que sont les migrations de population. Une rupture majeure s'est cependant produite il y a maintenant un peu plus d'une centaine d'années avec la révolution scientifique. Une rupture radicale
qui a aussi été associée à une transformation profonde de la représentation des relations de l'homme à la nature. Alors que la physique et la chimie régnaient en maître sur les savoirs, que la biologie comme science était encore balbutiante et que l'écologie n'existait pas encore, la science de l'époque et sa rationalité positiviste, au début du XXe siècle, ont voulu affranchir l'homme de cette dépendance à la nature, en faire, comme le disait Descartes dans le discours de la méthode, son maître et son possesseur. En faisant de l'humanité une espèce un peu à part, voire très à part du règne animal, cette conception du progrès a introduit un dualisme radical dans notre vision du monde et qui a conduit notamment à rompre ce lien ancestral entre la nature et l'agriculture. Pour maximiser la productivité des surfaces, on a inventé une agriculture basée essentiellement sur une vision chimique, reléguant la place du vivant à un couvert végétal élite, uniforme et synchrone, en éliminant toute biodiversité inutile ou nuisible à la production. Cette artificialisation, ce forçage absolu de la nature a reposé sur une équation intrant-production assez simple, où chaque facteur limitant la production est compensé par un intrant exogène. C'est l'avènement de l'agriculture industrielle, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'agriculture industrielle dans les pays du Nord, mais aussi de la révolution verte qui a été basée sur les mêmes fondements techniques dans les pays du Sud. Dans les pays industrialisés, cette limitation du nombre d'espèces cultivées aux rendements augmentés par la sélection végétale, cette artificialisation pour maximiser la productivité du sol, c'est aussi accompagné d'une maximisation de la productivité du travail par la mécanisation, ce qui a largement refaçonné les territoires en les spécialisant, en les uniformisant, modifiant ainsi profondément la biodiversité des paysages et de leurs hôtes naturels. Parallèlement, les mêmes raisonnements ont été appliqués à la production animale, à la pêche, mais également à la transformation et à la distribution des produits alimentaires. Concentration, uniformisation, verticalisation, commoditisation ont de plus en plus évacué la diversité du vivant des systèmes alimentaires en les conduisant à des formes d'industrialisation. Les progrès en termes de rendement et de production ont été phénoménaux et importants. Ils ont, il est vrai, assuré aujourd'hui une disponibilité apparente en calories par personne jamais atteinte dans l'histoire, en permettant de répondre à l'accroissement démographique considérable de la population à l'échelle de toute la planète. Mais, parce qu'il y a un mais les dégâts ont également été importants, surtout dans la logique d'artificialisation qui a été poussée jusqu'au bout. Pollution, destruction des écosystèmes, érosion irréversible de la biodiversité, empreinte climatique excessive. Vous connaissez tout ça aujourd'hui. L'impact sur la biodiversité atteint aujourd'hui des niveaux critiques qui sont en passe de franchir un seuil au point que certains annoncent une phase d'extinction majeure des espèces naturelles avec des arguments qui sont suffisamment consistants pour qu'on ne puisse pas les écarter d'un revers de la main. Des limites absolues apparaissent aujourd'hui, en tout cas dans l'usage des ressources naturelles, à la base des intrants, que sont soit pour les énergies fossiles, dont l'agriculture industrielle s'est égorgée, l'eau, la potasse, le phosphore. Dans cette logique industrielle, les agricultures modernes sont totalement focalisées sur un objectif d'abondance et la satisfaction de nos besoins caloriques. Elles ont un peu oublié que la sécurité alimentaire, c'est aussi une question de qualité nutritionnelle, de préférence culturelle, de préférence religieuse, hédoniste ou sociale, pour des produits typés et ancrés dans un terroir et dans l'histoire. C'est aussi largement une question d'accès économique à la nourriture et donc de pauvreté pour certains consommateurs. Nous sommes donc aujourd'hui dans une situation où plus de 800 millions de personnes sont considérées en état d'insécurité alimentaire, alors que les quantités produites par tête n'ont jamais été aussi élevées. Et que, on pourrait dire, scandale supplémentaire, que la majorité de ces personnes en situation d'insécurité alimentaire sont le plus souvent des agriculteurs ou des ruraux pauvres. Plus largement, la sécurité alimentaire renvoie aujourd'hui aussi, que ce soit dans les pays du Nord, mais aussi dans les pays du Sud, aux questions liées au surpoids et à l'obésité, à l'éthologie du mangeur, aux mécanismes de gouvernance, aux asymétries de pouvoir dans les systèmes alimentaires, aux empreintes environnementales et climatiques excessives de notre façon de nous alimenter. Nous sommes donc aujourd'hui devant une exigence pressante de revoir profondément les fondements des conceptions qui ont abouti à cette industrialisation de l'agriculture et des systèmes alimentaires. Nous devons réintroduire la nature et sa biodiversité dans l'agriculture. Nous devons non seulement réduire drastiquement toutes les externalités négatives de l'agriculture sur l'environnement,
c'est-à-dire stopper l'érosion irréversible de la biodiversité, les pollutions, l'épuisement des ressources naturelles, mais aussi des sols dont on sait qu'ils sont dans un état catastrophique, mais surtout mobiliser cette ressource incroyable et encore gratuite qu'est la biodiversité pour produire mieux et plus. Nous savons que la biodiversité constitue le moteur des écosystèmes riches en fonctionnalités utiles pour l'homme et que grâce à elle, nous pouvons mieux utiliser les ressources naturelles, gratuites et parfois quasi limitées. On pense à l'énergie solaire, à l'azote et au carbone de l'air, à l'eau du cycle atmosphérique, et qui sont à notre disposition pour assurer notre sécurité alimentaire de toute la population de la planète. Cette nouvelle transformation profonde de l'agriculture, cette transition vers une agriculture à nouveau intégrée à la nature, vers une agroécologie, comme nous disons nous du côté du CIRAD, est urgente, même si elle porte de multiples noms dans le débat international. Les débats sont en effet nombreux sur la façon d'appeler les solutions et les déclinaisons sont difficiles à recenser. On parle de nature-based solution, de permaculture, d'agriculture biologique, d'agriculture à haute valeur ajoutée et environnementale, d'intensification écologique. Elle varie souvent par le poids donné à tel ou tel critère dans la dénomination. Albert Camus disait que mal nommer les choses ajoutait au malheur du monde. Mais débattre sans fin sur la façon d'appeler la transformation nécessaire des agricultures du monde est probablement encore plus nocif. Ces débats de chapelle nous retardent, et ils nous retardent dans les actions urgentes à entreprendre pour engager ces transformations. L'essentiel réside vraiment dans la réintégration absolument indispensable de la biodiversité, dans l'acte de produire, de transformer et de consommer, dans le respect de toutes les diversités humaines, qu'elles se déclinent dans des innovations agricoles, socio-économiques ou alimentaires. Pour finir, puisqu'on parle de sécurité alimentaire aujourd'hui, on ne peut pas passer sous silence les découvertes rapides et décoiffantes liées à cette nouvelle discipline apparue il y a quelques années, la métagénomique, et qui mettent en lumière le rôle essentiel, par exemple, du microbiote intestinal dans la santé physiologique et mentale et le bien-être humain, et donc dans la sécurité alimentaire. La découverte toute récente de ce nouveau continent du règne microbien et des bactéries s'est faite de façon étrangement parallèle à la découverte de la biodiversité biologique des sols, longtemps ignorée des agronomes, et qui elle aussi joue un rôle considérable, non seulement dans la qualité des sols, mais constitue également le principal levier de l'intensification écologique de toutes les agricultures dont le CIRAD a été l'un des pionniers avec l'agroécologie. Ce parallèle entre la diversité du sol et la diversité du ventre, si vous me permettez cette image, est une invitation pressante à reconnecter l'homme à la nature au travers de ses systèmes alimentaires. Plus que jamais, je crois qu'il est impératif aujourd'hui de remettre l'homme au milieu de son jardin planétaire, non pas comme son propriétaire irresponsable, mais comme son principal bénéficiaire. Il nous faut urgemment réapprendre à cultiver la biodiversité, y compris pour la préserver et la régénérer au bénéfice de la bonne alimentation de tous. Il en va simplement de notre avenir en tant qu'espèce, partie prenante de la nature sur cette planète Terre, dont nous sommes des locataires parmi d'autres, et sans espoir de pouvoir déménager quelque part pour trouver mieux. Ce colloque, organisé par l'AFD et par le CIRAD, s'inscrit dans cette conviction profonde que nous souhaitons partager avec vous, que nous sommes non seulement mieux pour comprendre notre monde, mais surtout le comprendre est une chose, mais pour le changer, et le changer vite, car il y a urgence. Merci pour votre attention et très bon colloque.